Bienvenue sur Ici Éco. 11 banques libanaises ont lié le contentieux en présentant un mémorandum au ministre des Finances afin que celui-ci contraigne l'État à s'acquitter de ses obligations légales et contractuelles envers la Banque du Liban. 11 banques ont présenté un recours préalable devant le ministère des Finances, faisant valoir leur statut de créancier de la Banque du Liban. Dans le mémorandum, les 11 banques ont souligné préjudice subi comme prêteur de la BDL du fait que celle-ci n'est pas réclamée à l'État, ou bien n'a pas réclamé à l'État le remboursement des montants qu'elle lui a prêtés. Les 11 banques ont aussi réclamé que l'État couvre toutes les pertes reflétées dans le bilan de la Banque centrale sur base du rapport d'Alvarez et Marsal. D'autre part, le président du Parlement, Nabih Berri, a convoqué le bureau de la Chambre à une réunion lundi pour établir l'ordre du jour d'une séance plénière qu'il avait promis d'organiser durant la première quinzaine de décembre. Sa démarche veut surtout dire que le Parlement est prêt à agir pour éviter une vacance à la tête de l'armée en prolongeant le mandat de son commandant en chef, le général Joseph Aoun. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur le projet de budget 2024 ainsi que sur les questions liées à la prolongation du mandat du commandant en chef de l'armée avec le député des forces libanaises, Georges Haïs. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur Haïs. Bonjour Maurice. Je commence directement par les questions politiques. Le gouvernement de Najib Mikati semble incapable de régler le dossier de la prolongation du mandat du commandant en chef, Joseph Aoun, à cause de l'opposition des ministres du CPL et le maintien du général Aoun à son poste. Quels sont les scénarios possibles? Quelle est votre position finale envers ce dossier? Notre position est claire dès le départ. Nous sommes avec la prolongation pour plusieurs raisons, dont la plus importante, c'est l'état d'urgence, l'état de guerre dans lequel nous vivons pratiquement au sud du Liban et qui nécessite le maintien du commandement en chef de l'armée parce que, évidemment, changer ce commandement ou créer une atmosphère de troubles au sein de l'armée libanaise serait vraiment non pas seulement fâcheux, mais désastreux à tous les niveaux. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'incapacité du gouvernement de désigner un nouveau commandant en chef durant la vacance présidentielle, parce que le président de la République a une attribution qui est liée à sa fonction. Il est, d'après l'article 49 de la Constitution, le commandant en chef suprême de l'armée. Ceci, d'après notre interprétation, nécessite la présence et l'accord du président en fonction de la République, qui lui a une parole prépondérante et très importante dans la nomination du commandant en chef. Donc désigner un nouveau commandant en chef durant une vacance présidentielle serait aussi une violation aux dispositions très claires de la Constitution. Oui. Mais comment expliquer l'opposition du courant patriotique libre à cette prolongation des ministres du CPL? Pourquoi le ministre Gebran Bassil s'oppose et contre cette prolongation, vous pensez? Premièrement, il faut demander à Gebran Bassil ses tactiques et ses calculs, mais à notre avis, malheureusement, toutes les prises de position du CPL sont guidées par cette gourmandise, si je peux dire, entre guillemets, vis-à-vis de la présidence de la République. Et Gebran Bassil veut à tout prix éliminer toute chance du général Joseph Aoun à la présidence de la République, parce que, à notre avis, ça pourrait être un danger imminent, une présidence de Joseph Aoun, qui est déjà un ancien combattant des Aounistes, qui pourrait faire une concurrence populaire à l'égard de Gebran Bassil. Gebran Bassil, toute personnalité qui pourrait être un candidat potentiel à la présidence s'avère être un ennemi personnel à Gebran Bassil. Ce n'est pas notre attitude politique.
nous sommes avec l'intérêt général de l'État libanais. Joseph Aoun n'est pas un adhérent des forces libanaises. Il a été nommé, je le rappelle, par l'ancien président Michel Aoun. C'était son choix au départ, mais le comportement qui est assez équilibré de Joseph Aoun vis-à-vis de toutes les partis politiques du Liban, à mon avis, n'a pas rendu la tâche de Gebran Bessil vis-à-vis l'armée libanaise très facile. C'est ça aussi, c'est bien l'argument que vous avez bien proposé pour considérer le commandant Joseph Aoun comme candidat sérieux pour la présidentielle. Malheureusement aussi, et c'est mon avis personnel, chaque commandant en chef de l'armée depuis des décennies est un candidat sérieux à la présidence. À mon avis, il doit y avoir un jour où une carrière politique serait tout à fait indépendante d'une carrière militaire. Le commandant de chef, tout commandant en chef de l'armée ne doit pas avoir une ambition d'être nécessairement président de la République. Ça nuit à la vie politique générale au Liban. Ça n'a pas été le cas pendant des années. Il y avait des commandants en chef qui étaient brillants et qui sortaient sans avoir cette ambition. Mais actuellement, oui, c'est un fait, et je constate ce fait. Joseph Aoun est une personnalité qui a pu diriger la seule institution restante intacte et indemne de tout dégât, de tout dommage ces dernières années. Il a pu avoir une distance égale à l'égard de toutes les partis politiques. Ça, c'est un plus dans sa carrière. La communauté internationale a très confiance en le général Joseph Aoun. Aussi, c'est un plus supplémentaire pour lui. Mais à mon avis, rien n'est joué en ce qui concerne la présidence de la République. Et nous, en tant que force libanaise, on sépare catégoriquement le dossier du prolongement du mandat du général Aoun de la présidence de la République. Vous êtes convaincu que c'est encore loin d'avoir un président? On est loin aujourd'hui de pouvoir élire un nouveau président, tout en prenant en considération toutes les circonstances régionales, tout ce qui se passe à Gaza, au Liban Sud, etc. Il fallait élire un président depuis un an. Donc, on est en retard d'un an, quelques mois. Et ça, c'est, à mon avis, c'est une catastrophe pour le Liban à tous les niveaux. Nos institutions constitutionnelles sont vraiment bloquées. Le Parlement, à peine, il est en train de jouer son rôle législatif. Le gouvernement est paralysé, si je peux dire. Donc, la présence d'un président, elle n'est pas non seulement nécessaire, mais elle est d'une imminence, à mon avis, qu'on ne peut plus retarder. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu démocratique au Liban. Nul n'a une majorité claire au sein du Parlement qui puisse atteindre la majorité des deux tiers au premier tour. Donc, le comportement de Hezbollah et consorts a été très nuisible à la vie politique. C'est eux qui ont bloqué l'élection d'un président, c'est eux qui ont assisté au premier tour et ils ont bloqué le quorum pour les tours suivants pendant toutes les assemblées pour les élections, pendant 12 sessions d'élections. Et ils tiennent toujours à leur candidat, M. Frangier. Ils n'ont pas jusqu'à maintenant manifesté aucun retour de leur position initiale. Mais notre position à nous persiste à ce qu'il faut à tout prix élire un président, surtout dans l'état actuel des choses, qui nécessite de plus en plus un président qui puisse être présent à la période de l'après-guerre, surtout s'il y aurait des
Des accords des grands régionaux. désaccords ou bien des Il ententes faut avoir un président pour pouvoir négocier, régionales. pour être sur table, donc pour prendre une décision. Ça, c'est clair. Exactement, exactement. Mais Donc la aussi, nécessité ouais, augmente. mais c'est aussi, une fois de plus, vous rendez responsable le Hezbollah de la vacance présidentielle. Exactement. Monsieur Le Drian a été très clair durant sa dernière visite au Liban Hmm. depuis quelques jours que pour le Quint, donc les 5 États qui s'occupent euh, euh, du dossier de la présidence de la République, qu'ils sont dans un état où ils admettent que les deux candidats de la session du 14 juin, donc notamment M. Fringy et M. Azour, n'ont plus de chance. Donc il faut chercher Un euh, troisième choix. euh, un troisième choix. Euh, euh, on a dit clairement à M. Le Drian que nous sommes avec le troisième choix. Et on a rappelé qu'on a fait 2 concessions. La première, quand on n'a pas présenté la candidature de M. Hmm. Samir Jaja, du docteur Jaja, qui est le candidat naturel, Hmm. si je peux dire, parce qu'il est à la tête du plus grand bloc chrétien au Parlement. Hmm. La deuxième concession, quand on a écarté la candidature de M. Michel Mawad, qui était le candidat de l'opposition, et on a présenté la candidature de M. Azour avec le CPL. Donc, jusqu'à maintenant, Hezbollah et consorts Hmm. n'ont manifesté aucune intention pour faire des concessions pour C'est aller à clair. la troisième voie. On s'attend à ce que le président du Parlement, Nabih Berri, invite les députés à une séance législative. On s'attend que cette séance prend lieu le 14 décembre pour voter le projet de loi du Capital Control, bien du contrôle des capitaux, et d'autres lois. Vous allez assister en tant que bloc de la République forte à cette séance législative en ce qui concerne les autres séances, dont celle consacrée à la prolongation du mandat du commandant en chef de l'armée Joseph Aoun. Aussi, vous allez assister. Je dois vous rappeler, Maurice, et à toute l'opinion publique, que notre position est toujours la même. Nous sommes contre le principe de la législation, Hmm. ou bien la capacité de légiférer durant une vacance présidentielle, Mais parce que pour des raisons notamment d'État, l'article, aujourd'hui, pour la prolongation du pour commandant en une chef. raison d'État, Ouais. pour ne pas mettre tout le salut public du Liban en péril et en danger, nous avons opté pour la prolongation euh, euh, du mandat du général Aoun Hmm. au sein du Parlement avec une loi expéditive qu'on a présentée nous-mêmes Hmm. pour qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Hmm. Euh, euh, on attend toujours l'ordre du jour de l'Assemblée générale qui se tiendra le 14, donc la semaine prochaine. Parce Euh, qu'il y a aussi le projet de loi du budget, il y a le contrôle des capitaux, il y a oui, d'autres projets de loi. pour qu'on puisse prendre une décision Hmm. claire et transparente suivant l'ordre du jour. Hmm. Donc le bloc se réunira en assemblée, le bloc des forces libanaises de la République forte, et on aurait une décision claire et conséquente. Hmm. Très bien. Le patriarche maronite Bchar al-Rai s'est rendu au Liban Sud cette semaine pour exprimer sa solidarité envers les populations déplacées par les retombées du conflit entre Israël et Hamas au pays du Cèdre. Vous dites quoi à propos de cette visite? Euh, on serre la main du patriarche dans toutes ses prises de position. Le 1701 est une nécessité. Toutes les résolutions internationales à partir du 242 jusqu'au 1701 doivent être exécutoires. Mhm. La solution qui puisse donner une paix durable dans la région, c'est la solution des 2 États, Mhm. israélien et palestinien. L'application immédiate du 1701. Nous, en tant que force libanaise, nous étions les premiers à réclamer une application réciproque et progressive
du D701. Donc le retrait, en l'occurrence, des Israéliens du village du Rajar, le tracé de la ligne bleue avec les 13 points qui restent en litige entre les deux États, le retrait de toutes les armes illégitimes au sud du Litanie, le déploiement de 15 000 soldats libanais avec 15 000 de la finule au sud du Litanie, et commençons par le tracé final des frontières terrestres, parce que l'État libanais et le peuple libanais surtout méritent la paix, méritent la prospérité. Nous sommes en train de voir et de manifester la prospérité des États du Golfe, même des pays qui sont avec des frontières directes avec Israël et qui ne subissent pas les conséquences du conflit israélo-palestinien comme le Liban le subit actuellement. Quelle facture les Libanais sont en train de payer aujourd'hui, M. Harris? Une grande facture, Maurice. La facture des autres. Et vous êtes peut-être l'une des personnes qui sont les mieux placées pour faire une évaluation des pertes économiques du Liban, donc à tous les niveaux, tourisme, industrie, services. Donc, nous sommes déjà en état de crise économique qui n'a pas été réglée parce que les réformes réclamées par le IMF n'ont pas été remplies par le Parlement et le gouvernement libanais. Il n'y a pas d'horizon actuellement pour notre économie. On a nullement besoin du doublement de cette crise par des problèmes de guerre et de sécurité sur la frontière sud. Donc, il faut parallèlement, et c'est notre responsabilité en tant que parlementaire et responsable de ce pays, de songer, de réfléchir profondément aux moyens qui sont présents pour régler le conflit sur la frontière sud, appliquer les résolutions internationales, 1701 en premier, et après la délimitation des frontières avec la Syrie et Israël, penser sérieusement à l'application du 1559. Ce n'est pas un tabou, c'est une résolution internationale qui est présente. Et parallèlement, réfléchir aux réformes, avoir un président de la République en premier pour que les institutions fonctionnent normalement, se pencher aux réformes, et avec le reste de ce mandat parlementaire, qu'on fasse vraiment une cellule de crise au sein du Parlement pour promulguer toutes les réformes nécessaires, à partir de l'indépendance de la justice jusqu'au secteur bancaire. L'annonce par la branche du Liban du Hamas de la création d'un nouveau groupuscule baptisé Avant-Garde du Déluge d'Al-Aqsa, avec mission de libérer Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa, continue de susciter de nombreuses critiques parmi les rangs de l'opposition qui dénoncent une atteinte flagrante à la souveraineté du Liban. Une telle déclaration est inacceptable dans la forme et dans le fond. Vous dites quoi? Franchement, Maurice, à mon avis, les Palestiniens, au début de la guerre du 7 octobre, ont joui d'une solidarité libanaise, donc pour la première fois depuis le conflit israélo-palestinien. Donc depuis 1948, ils n'ont jamais été aussi unanimes à l'égard de la solidarité envers le peuple palestinien. Je crois que ce comportement, donc, il a fait perdre les Palestiniens cette unanimité. À mon avis, et heureusement, les Libanais ont appris les leçons de l'histoire. Donc, on a vu cette aussi unanimité libanaise contre toute création de régiment militaire, si je peux dire, palestinien. Mais apparemment, quelques partis palestiniens n'ont rien appris des leçons de l'histoire
dans leurs relations avec le peuple libanais. Vous êtes convaincu que le Hamas ainsi que d'autres organismes établis au Liban sont soumis au commandement et aux décisions du Hezbollah et qu'il est impossible que le Hamas, par exemple, aujourd'hui, entreprenne des actions militaires à partir du territoire libanais sans la connaissance et l'approbation du Hezbollah? Pour ne pas entrer dans les détails des relations et des tactiques intérieures au sein du Hezbollah ou du Hamas, à notre avis, la seule solution qui puisse durer et qui puisse nous épargner de tous ces des incidents fâcheux, c'est l'application du 1701. Mhm. Donc, l'armée libanaise serait présente, serait la seule responsable du maintien de l'ordre et nul ne pourrait entreprendre des actions militaires à partir du Mais, territoire libanais parce ouais. que c'est une atteinte à la souveraineté libanaise. Mais n'êtes-vous pas surpris par la réaction du gouvernement, particulièrement aujourd'hui du Premier ministre sortant, Najib Mikati, et de certains ministres qui n'ont pas eu de position ferme à ce sujet? Euh, je ne veux pas évaluer la prise de position du gouvernement parce qu'à mon avis, il y a un gouvernement virtuel actuellement. Vraiment, on est dans un état de total failure, si je peux dire, au Je sein suis du d'accord avec vous et gouvernement. j'accepte ce que vous dites, donc ça c'est clair. Donc mettre la responsabilité sur un gouvernement qui pratiquement il est inexistant, donc serait vraiment une perte de temps. Actuellement, la seule chose que le gouvernement puisse entreprendre, c'est une action diplomatique à l'égard de la communauté internationale pour l'application des résolutions internationales concernant le Liban Sud. Je passe au dossier économique avec quelques questions rapides. Les avocats de 11 banques libanaises ont déposé un mémorandum dans lequel ils réclament au ministre des Finances d'obliger l'État libanais à verser immédiatement à la Banque du Liban les sommes qui lui doit. Ces banques entreprennent cette action puisqu'elles sont créancières de la Banque du Liban et sont lésées par son incapacité à exiger le remboursement des dettes de l'État libanais. Vous êtes un juge. Est-ce que l'État est obligé de payer les sommes qu'il a empruntées à la Banque du Liban et couvrir la totalité des pertes qui apparaissent dans le déficit budgétaire de la Banque centrale après la correction selon le rapport Alvarez et Marsal? Donc, théoriquement cette prise de position est assez correcte, théoriquement, je dis. Parce que le peuple libanais a emprunté les banques. Les banques, ils ont mis des dépôts sans évaluer les risques auprès de la Banque centrale. La Banque centrale a pendant des années financé la dette de l'État. Il a financé le budget de l'État, les caisses de l'État. Donc, il y a un étroit, si je peux dire, canal qui lie tous les acteurs financiers au Liban. Mais pratiquement, est-ce que l'État libanais est aujourd'hui dans la mesure de rembourser Non, ses dettes ça c'est à la clair. Banque centrale et faire rembourser dans l'autre sens toutes les dettes? À mon avis, il y a une coïncidence entre donc la parution d'une nouvelle loi sur le règlement du secteur bancaire et la requête qui a été présentée au sein auprès du ministère des Finances. Les banques libanaises sont à la défensive maintenant. Ils veulent à tout prix prouver qu'ils ne sont pas responsables. À mon avis, c'est juste avoir ce papier, n'est-ce pas? Donc, ces banques-là, voilà. ils veulent seulement avoir ce papier pour dire que voilà, l'État aujourd'hui est responsable. Les banques aussi sont responsables. C'est clair. Il y a une responsabilité solidaire, concordante entre Banque les centrale acteurs et État. financiers. Exactement. Et pour en finir de cette histoire, il faut que chaque acteur assume la part de la responsabilité dans
la crise et la faillite complète de l'État. Au cas où l'État n'obéit pas, ou ne va pas obéir, les 11 banques saisiront la juridiction administrative afin de contraindre ce dernier à honorer ses engagements. Quels sont les scénarios possibles? L'un des grands problèmes au sein de la justice administrative actuelle, c'est l'incapacité de forcer l'État à exécuter les jugements rendus par le Conseil d'État. Et actuellement, on est en train de réviser une nouvelle loi sur la justice administrative au sein d'une sous-commission que je préside moi-même de la commission de l'administration et de la justice. Et notamment, l'enjeu, c'est comment pourrait-on contraindre l'État à remplir les obligations qui sont édictées dans des jugements rendus par le Conseil d'État. C'est une question pertinente qui se présente dans tous les États, non pas seulement au Liban. En France, actuellement, il y a un grand débat à ce sujet-là. Donc ça, c'est en premier. En deuxième lieu, il faut que le Conseil d'État, dès qu'il aurait ce dossier en main, il faut établir ce qu'on vient de décrire comme un tableau de responsabilité concordante de tous les acteurs financiers de l'État. Donc, la part de la responsabilité des banques, où est-ce qu'ils ont eu tort envers les déposants, les dépositeurs, la Banque centrale, la violation des articles du Code de la monnaie et du crédit, et la responsabilité ultime de l'État qui n'a pas pu manifester la moindre responsabilité envers le secteur bancaire et du même coup envers les déposants. Mais ici, devant ce cas-là, est-ce que l'État continue à bénéficier de l'immunité constitutionnelle? Donc, on ne peut pas rendre responsable l'État ici, ou bien on peut... L'immunité ici s'explique comment? On peut le rendre responsable, mais pratiquement, comment peut-on contraindre l'État, qui est la personne morale la plus complexe, comment l'exiger à exécuter une décision qui, théoriquement, le rend responsable. Ça va être le débat à venir, à mon avis. Il me reste 2 questions avec vous. Sans aucune vision en termes de politique fiscale et économique, le projet de budget 2024 apparaît comme visant à amonceler des liasses de billets de banque dans les tiroirs de l'État, que celles-ci soient en livre libanaise ou en devise forte. Vous dites quoi à propos de ce projet de budget 2024? Vous allez voter, vous allez assister, vous allez voter, vous êtes contre. Parce que pour le ministre sortant des Finances, Youssef Al-Khalil, il considère que le projet de budget 2024 actuellement discuté en commission parlementaire des finances demeure au cœur du chemin des corrections et de réformes, malgré tout le tapage qu'il suscite. Il garantit la stabilité financière, etc. Donc vous dites quoi? Avec tout mon respect que je rends au ministre des Finances, mais je suis tout à fait contre ces propos. C'est la langue de bois que certains ministres utilisent dans certaines occasions et qui ne sont pas à la hauteur de l'état actuel des choses. À mon avis, je n'assiste pas moi-même au débat au sein de la commission du budget, mais je suis au courant que nos représentants, M. Hasbani, le Dr Ayoub et M. Razil Haj, ils font un travail brillant pour essayer d'améliorer les textes figurant dans le projet de loi de budget. En l'occurrence, ils sont avec plusieurs collègues de tous les blocs, si je peux dire, contre toute imposition nouvelle au sein de ce budget. Il y a beaucoup de moyens, et c'est ça le plus important, Maurice, il y a beaucoup de moyens d'améliorer les recettes de l'État. Premièrement, il faut en finir avec l'économie parallèle et l'économie illégale. Ça, c'est un. Essayer d'agrandir l'assiette fiscale pour atteindre des acteurs qui, maintenant, ne payent aucun impôt.
Mhm. et nous sommes au courant pour quelles raisons, pour des raisons politiques. Il y a des zones géographiques qui ne sont pas sous l'imposition en général. Il faut promulguer des réformes fiscales. Il faut contrôler les frontières Mhm. libanaises contre tout, tout genre de trafic. Donc, il y a plusieurs moyens qu'on peut établir, qu'on peut garantir avant de hausser les taux de l'imposition. Mhm. Si nous allons voter ou pas, donc il y a encore tôt de décider. Il faut voir la dernière version du budget, Mhm. mais notre position initiale, c'est de sauvegarder le secteur privé, sauvegarder l'économie légale du Liban et mettre en œuvre toutes les mesures qui Mhm. puissent augmenter les recettes de l'État sans avoir recours à de nouveaux impôts. Au niveau constitutionnel, le Premier ministre sortant, Najib Mikati, était bien clair quand il avait dit que si le Parlement ne va pas voter ce budget 2024, bien voilà, nous, comme gouvernement, nous allons faire passer ce budget sous décret, donc sous un décret. Donc, vous dites quoi? À mon avis, c'est un scénario qui n'aura pas lieu. Hmm. À mon avis, ce budget va être voté, mais la question est comment pourrait-on voter un budget qui ne soit pas le coup de grâce, si je peux dire, envers le secteur privé, Hmm. le seul qui est en train de survivre et de donner un peu d'oxygène à Hmm. notre économie. Hmm. Donc, c'est ça notre bataille essentiellement, c'est de sauvegarder l'économie légitime du pays, sauvegarder le secteur privé, les classes sous-développées du Liban. Et à mon avis, à Hmm. partir de là, si on pourrait faire cette grande révision du projet de loi avec certainement d'autres blocs parlementaires qui sont avec nous sur la même longueur d'onde, les choses pourraient Hmm. passer. Mais il faut garantir que n'importe quel nouveau cabinet au Liban puisse se pencher à toutes les mesures qui peuvent augmenter les recettes. Hmm. Donc, le Certainement. registre foncier, par Hmm. exemple, qui est en état dramatique. Tout le Ça, mont c'est Liban clair. est sans registre foncier et nous sommes en train de perdre énormément des recettes potentielles qui Hmm. puissent être réglées avec une décision ministérielle Hmm. qui, à mon avis, a Nous été avons les douanes, nous passée avons hier soir. ouais, le registre foncier, les douanes, la contrebande, etc. Certainement, ce gouvernement qui souhaite augmenter les recettes, euh, il doit s'engager Sans faire un véritablement, effort. certainement, il doit s'engager véritablement dans la mise en place de réformes nécessaires pour arrêter la dilapidation, peut-être des fonds publics, redresser le pays, au lieu de faire porter tout le poids de la négligence des Certainement. responsables politiques pendant des décennies aux citoyens. Ma dernière question. Mais il faut être convaincu aujourd'hui que euh, c'est impossible et ridicule d'évoquer l'hypothèse de réforme des institutions étatiques parce que la volonté d'entamer un tel chantier est absente. Il C'est faut par commencer ignorance, quelque c'est par part, Maurice. volonté, c'est planifié, c'est... C'est par volonté. Ouais. C'est par volonté, certainement. Donc, actuellement, il faut commencer par l'élection d'un président de République qui ne soit pas un agent pour n'importe quel axe politique Mhm. régional, qui puisse être assez autonome et indépendant, avec un certain profil Mhm. réformateur et souverainiste. Et à partir de là, les choses pourront progresser, avec certainement une pression sur l'Iran Mhm. pour que son bras au Liban, notamment le Hezbollah, soit un peu plus intégré dans la vie politique et dans l'agenda libanais en tant que tel, Mhm. sans qu'il puisse être uniquement un bras pour l'Iran et rendre le Liban un champ de bataille uniquement pour un conflit sur lequel nous éprouvons toute la compassion envers le peuple palestinien, mais le Liban
doit toujours venir en premier. L'intérêt de l'État libanais, du peuple libanais, doivent primer toute notre action. Espérons que ce président de la République serait élu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et à partir de là, on pourrait recommencer dès le départ. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur Georges Raïs, vous êtes député des forces libanaises. Merci Maurice. Les bombardements violents se sont poursuivis par intermittence entre Hezbollah et Israël à la frontière sud du Liban. Le phosphore blanc qu'Israël utiliserait pour bombarder Gaza et le Liban sud est une arme controversée. Si, selon les conventions internationales, son utilisation est autorisée sur des positions militaires, elle est cependant interdite sur des populations civiles du fait de sa toxicité et des brûlures parfois létales qu'elle provoque. Donc j'ai le plaisir de recevoir la directrice de l'ONG LRI, Maya Nahmi, qui abordera l'effet phosphore blanc utilisé par Israël pour bombarder le Liban Sud sur l'environnement. C'est un plaisir de vous recevoir, Maya. Merci bien. Donc qu'est-ce que le phosphore blanc? Le phosphore blanc, c'est une forme de phosphore qui est transparente et c'est une substance tireuse et elle est un peu blanc jaunâtre, ça sent un peu comme l'ail. Le problème avec le phosphore blanc, c'est qu'il réagit beaucoup avec l'oxygène. Alors, quand la réaction arrive, on a une température qui atteint parfois 815 degrés Celsius. Alors, ça brûle et ça brûle vraiment trop pour les gens, pour les propriétés et aussi pour les forêts. Donc, quel est son effet sur l'environnement? Son effet sur l'environnement est vraiment létal. Ça brûle les forêts. On a déjà beaucoup de surfaces qui ont été brûlées au Liban à cause des bombardements. Oui, on a un peu les numéros. En fait, les dernières statistiques qu'on a, et ce n'est pas trop précis. Avec un coefficient d'erreur de 10 à 15%. Oui, c'est ça. Alors, on a 4 470 mètres carrés ou 447 hectares de terrain qui ont été brûlés. Parmi ça, on a 2 855 000 à peu près de forêts denses. On a 1 100 000 de forêts parsemées. On a 272 000 de broussailles et 21 000 de prairies. Mais le plus important, qu'on a 96 800 mètres carrés d'oliviers. On a 66 000 mètres carrés d'orangers et on a aussi 98 800 mètres carrés de bananiers. Alors, ça affecte beaucoup les agriculteurs, les terrains et les gens qui vivent des productions. Sur l'écosystème, sur l'environnement? Eh bien, sur l'écosystème, le phosphore blanc se dépose sur le sol, dans l'eau et dans l'air. Alors, il pollue tout. Le problème, c'est qu'il reste actif pour au moins 2 semaines. Alors, quand on a le phosphore blanc sur le sol, il y a une partie qui brûle, mais il y a une autre partie qui est de très petite particule qui est déposée dans le sol et qui peut brûler et réagir avec l'oxygène à fur et à mesure pendant 2 semaines. Alors, on ne peut pas toucher le sol pendant cette semaine, et puis ça tourne le sol infertile. Alors, on ne peut plus planter dans ce sol. Un champ touché par le phosphore blanc peut devenir infertile ou au moins inutilisable pendant plusieurs mois. Oui, oui, c'est vrai. Alors, un champ ou un terrain qui a été affecté par le phosphore blanc, on ne doit pas le toucher, on ne doit pas s'approcher même, parce que ça brûle la peau. Alors, il y a aussi l'effet sur les humains. Et de l'autre côté, quand l'eau est polluée, ça tue les animaux qui vivent dans l'eau, les animaux qui boivent de l'eau et les oiseaux qui boivent de l'eau. Alors, et dans l'eau, ça prend plus de temps pour se dégrader. Alors, et nous savons très bien que le phosphore blanc est d'une arme controversée. Donc, selon les conventions internationales, comme j'ai bien mentionné, son utilisation est autorisée seulement sur des positions militaires et interdite sur des populations civiles. Alors, donc... comment faire? Alors, le problème avec comment rendre Israël responsable une fois encore? Oui, mais ça, c'est là le problème. Alors, le protocole de l'ONU, signé en 1980 et ratifié en 1983, il réprouve l'utilisation du phosphore blanc. Bien pour des conditions, mais il y a toujours ce petit espace entre comment justifier qu'on peut l'utiliser dans ce cas et pas dans l'autre cas. Alors, normalement, quand on utilise pour la fumée, pour un peu on met le phosphore blanc aussi pour faire les bombes qui éclaircissent. Alors ça, c'est normal, ça n'affecte pas les gens. Mais dans le cas qu'Israël a utilisé au Liban, c'est un peu, comment on dit, borderline avec la loi. Oui. Alors, et en ce qui concerne les compensations?
Ça, c'est le plus grand problème parce que les gens doivent être compréhensifs. Il y a beaucoup de pertes pour les agriculteurs, pour les gens là-bas et puis pour le Liban en général. Mais est-ce qu'on ça peut va prendre comme normalement des années. Judiciaires devant des tribunaux normalement, on au niveau international? Normalement, on peut, en tant que même les faire sur l'humanité, sur les gens. Alors, on peut et on doit le faire. Mais combien de temps ça va prendre? L'histoire nous donne beaucoup d'exemples qui ne sont pas trop encourageants. Alors. Et certainement avec Israël. Comment on éteint des incendies causés par le phosphore blanc? Alors ça, c'est très important pour les défenses civiles de le savoir. On ne doit pas s'approcher trop du site. Alors si on a un site brûlé, on doit l'éteindre avec de l'eau froide. Toujours avec le phosphore blanc, c'est l'eau froide. Alors l'eau froide ou bien le sol humide. Mais on doit lancer l'eau froide de moins de 800 mètres du sol affecté. Alors, les gens ne doivent pas... Normalement, au Liban, les défenses civiles, on n'a pas trop, même les habits de protecteurs. Les costumes nécessaires. Oui, alors, si on a les costumes nécessaires, on peut approcher un peu plus, mais si on n'a pas les costumes, on ne Pourquoi? doit pas du tout s'approcher. L'effet est néfaste, Ça brûle trop. Alors, ça brûle jusqu'au point comment on dit, dissolver la peau, alors, et même les os. Alors, si ça arrive aux os, ça tue complètement. Et puis, ça affecte les poumons, ça affecte le système digestif. Alors, c'est vraiment très nocif, c'est létal. Alors, les gens qui vont éteindre les incendies ne doivent pas s'approcher trop du site. Ils doivent essayer de lancer l'eau froide de 800 mètres au moins du site et puis ne plus accéder le site ou entrer dans le site jusqu'à au moins 2 semaines. Ah, OK. Comment est-ce qu'on peut nettoyer l'environnement du phosphore blanc pour pouvoir réutiliser le sol, donc oui, la le truc, c'est terre, qu'il n'y a pas vraiment une solution. Un champ touché par le phosphore blanc. Une solution qui est facile. Normalement, le phosphore blanc reste des mois dans le sol. Si on tourne le sol, premièrement, on ne doit pas accéder au site pendant 2 semaines parce que c'est trop dangereux. Puis après les 2 semaines, on peut accéder avec des machines, on peut tourner le sol un peu pour l'aérer parce que si ça s'évapore un peu, ça aide, quand ça fait la réaction avec l'oxygène, ça aide à dégrader le phosphore blanc. Alors, si on fait ça, on peut essayer d'aérer le sol et réduire le phosphore blanc dans le sol, mais on ne sait jamais combien il va y rester. Alors, on doit faire les tests un peu pour savoir combien de phosphore blanc est resté dans le sol. Et puis, on doit faire la fertilisation du sol de nouveau parce que maintenant, le sol est infertile. Alors, on doit retravailler le sol avant de le planter. Alors, il y a une procédure de 6 mois au moins avant qu'on le plante. Vous êtes au courant des compensations qui ont été votées pour le Sud par le gouvernement, aujourd'hui le ministère de l'Agriculture va présenter des compensations aux agriculteurs, etc. Vous, en tant que LRI, vous avez des initiatives, de nouvelles initiatives, vous travaillez avec la communauté internationale, avec des ambassades, vous allez faire quoi? Eh bien, on a déjà parlé il y a 2 semaines avec le ministère de l'Agriculture. On commence à faire un peu le sort de combien d'oliviers et d'orangers on a dans les pépinières pour préparer un peu la replantation. Comme on a dit, on a déjà 6 mois de préparation avant et avant ça, on va avoir un peu la paix au sud pour pouvoir commencer. Mais on a déjà le plan qui se met entre nous et le ministère de l'Agriculture pour préparer pour la replantation. Déjà, le ministère a mis de côté des plantes d'olives pour le sud. On attend maintenant le bon temps pour accéder, la préparation du sol et puis la replantation. Vous avez quelque chose d'autre à dire à propos de ce phosphore, à propos de ce qui se passe, des indications peut-être pour les Libanais qui vivent dans des régions qui ont été touchées par ce phosphore? Eh bien, je veux seulement dire que, comme toujours, on ne prend pas vraiment la sécurité en tant que sécurité chimique sérieusement au Liban. Déjà, on a l'exemple à Beyrouth, comment on s'est tous exposés à l'asbestos. Avec l'explosion du pont. Et on va voir le résultat de ça plus tard. Alors, je demande vraiment aux gens du Sud... De prendre ça au sérieux. Oui, de prendre ça au sérieux. De ne pas approcher les sites qui ont été brûlés, les sites qui ont été affectés, parce que ça peut les affecter vraiment sérieusement. Ce n'est pas un feu normal. Hein. Ce n'est pas... Non, c'est des produits chimiques très nocifs, alors on ne doit pas jouer avec. Et surtout pour les enfants, ne pas les balader dans les places qui ont été brûlées. C'est ça. Non, non. Pas et puis, le phosphore blanc, ça reste dans le sol. Il y a des particules qu'on ne voit pas. Alors, si un enfant va jouer dans un champ qui a été brûlé, il peut toucher, ça brûle vraiment. Il peut perdre ses doigts, il peut perdre sa peau. Alors, c'est pas vraiment... Si ces chantiers-là, ou bien ces terres-là vont être plantées
avec des arbres, de l'agriculture, etc. Est-ce que les aliments seront nocifs? Ou bien est-ce qu'on peut manger ces aliments-là? Normalement, on peut, Oui. si on fait vraiment le traitement, le bon traitement avant. Alors, si on atteint les 6 mois, on fait vraiment l'aération du sol, on fait la fertilisation du sol et on peut le planter. Replanter. Il n'y aura plus de phosphore blanc dans le sol. D'accord. Alors, on le plante comme si Et c'était un consommer sol nouveau. les aliments d'une Oui. façon normale. Oui. Ça, c'est clair. Bien voilà, c'était un plaisir. Maya Naami, vous êtes directrice de l'ONG LRI. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.